Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte le Chevrolet Silverado EV 2024 100% électrique, rival direct du Ford F-150 Lightning? Et sachez que ce n'est pas la première camionnette que Chevrolet commercialise en tout électrique. On l'avait fabriquée en petite série en 1997 et 1998, des Chevrolet S10 électrifiés qui avaient 116 km d'autonomie. Ça ne s'est retrouvé évidemment que sur le marché californien et la plupart des gens ont complètement oublié l'existence de ce modèle qui n'était pas évidemment très efficace, qui était plus expérimental. Mais à tout le moins, Chevrolet revient à la charge avec camionnette tout électrique. Un modèle évidemment qui arrive un peu sur le tard. Il s'est fait attendre le Silverado électrique parce que Ford commercialise une camionnette tout électrique équivalente depuis plus de 2 ans sur le marché canadien. Il y a Rivian évidemment qui est arrivé sur le marché avec un camion tout électrique. Tesla tout récemment avec le Cybertruck. Et il y a d'autres modèles comme le Lordstown Endurance qui ont été lancés, bien que la commercialisation ait été franchement problématique. Alors, pour Chevrolet, c'est un produit d'importance, bien sûr. On l'a d'abord lancé sur le marché américain et il arrive présentement chez nous sur le marché canadien en version Work Truck, 2 niveaux de finition pour la version Work Truck et en version RST First Edition, c'est ce qu'on a ici. Modèle qui est disponible uniquement en blanc ou en noir avec jantes de 24 pouces avec des artifices esthétiques qui lui sont propres. Un modèle évidemment qui est très luxueux, qui se situera au sommet de la gamme. Et par la suite, Chevrolet arrivera avec une gamme plus complète de ce modèle qui n'a rien à voir avec le Silverado à essence, il faut le savoir. On n'utilise pas de panneaux ou d'éléments techniques qui proviennent du Silverado traditionnel. Le véhicule qui est ici fait appel à la plateforme Ultium, évidemment, une plateforme dédiée aux véhicules électriques de General Motors qui n'a donc rien à voir avec la plateforme à échelle des Chevrolet Silverado et GMC Sierra. Alors, bien sûr, comme c'est le cas avec le Ford F-150 Lightning, tous les Silverado EV sont dotés des 4 roues motrices, un moteur électrique logé sur chacun des essieux. Dans le cas des versions Work Truck, ça produit 510 chevaux. On passe à une puissance allant jusqu'à 754 chevaux avec la version RST qui est ici. En mode wow, évidemment, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est un véhicule extrêmement performant. On a aussi cet avantage d'avoir les 4 roues directionnelles sur cette version-ci, ce qui diminue le cercle de braquage, ce qui rend le véhicule plus maniable qu'un F-150 Lightning parce que les dimensions sont essentiellement les mêmes. Un véhicule qui est 9 mm plus long que le F-150 Lightning, mais qui a l'avantage d'avoir une caisse plus spacieuse et qu'on peut optimiser en rabattant la paroi intérieure, un peu à la façon du précédent Chevrolet Avalanche. Sans surprise, le Silverado électrique ou EV, c'est un véhicule très lourd. On utilise plusieurs éléments qui proviennent notamment du GMC Hummer EV. Alors, le véhicule que je conduis présentement dépasse le poids des 8500 livres. En fait, on dévoile le poids de la version 4WT, le Work Truck, qui utilise un peu la même technologie que ce qu'on a ici, mais on a davantage d'habillage, des roues de 24 pouces. Ce sont les premières roues de 24 pouces livrées de série par un produit Chevrolet. Et on s'en vante chez Chevrolet, mais entre vous et moi, c'est pas nécessairement un avantage. C'est très beau côté look, mais ça cogne dur. Et même si on a ici une suspension pneumatique adaptative qui permet d'aller chercher davantage de confort ou de modifier la garde au sol du véhicule, bien, avec des roues de 24 pouces, forcément, on s'en sort pas. Ça cogne dur. On sent beaucoup les craquements, les bruits de caisse du véhicule et c'est l'élément qui, pour moi, est le plus décevant. Bien sûr, il y a des avantages à cette suspension pneumatique. On peut modifier la garde au sol. On peut avoir un comportement routier qui est plus intéressant sur autoroute. Si vous abaissez la carrosserie, vous allez avoir un meilleur coefficient aérodynamique. Donc, vous allez bonifier, évidemment, le rendement énergétique du véhicule parce que forcément, c'est un véhicule qui consomme beaucoup d'énergie. Bon, on annonce avec cette version RST une autonomie de 708 km. C'est gigantesque. Et oui, c'est possible de le faire dans les meilleures conditions, mais vous avez une batterie de 200 kWh qui va prendre énormément de temps à recharger sur des bornes régulières de niveau 3. Alors, bien sûr qu'on a une vitesse de charge maximale qui plafonne à 350 kW, c'est extrêmement rapide, mais bonne chance pour trouver des bornes qui peuvent recharger le véhicule à cette vitesse. Vous pourrez utiliser le réseau Tesla partiellement, c'est ce qui sera probablement le plus rapide. Sinon, il y a quelques bornes de 350 kW qu'on peut retrouver au Québec, mais on les compte sur les doigts d'une main pratiquement.
Les plus rapides, c'est souvent les 180 kW du circuit électrique, mais là encore, ça sera quand même assez long. Alors, il faut prévoir ce déplacement. Si vous avez de longs trajets à faire avec un véhicule comme celui-là, bien, sachez qu'il y aura davantage de temps de recharge à allouer pour pouvoir poursuivre votre route par la suite. Un autre élément qui, pour moi, est un peu agaçant, et c'est particulièrement le cas en ville, c'est cette espèce de sonorité électronique artificielle qu'on vient intégrer au véhicule, qu'on entend de l'extérieur, mais aussi depuis l'habitacle. C'est un peu aliénant, surtout lorsque vous roulez sous la barre des 20 km/h. Vous allez entendre ce son-là. Évidemment que si vous mettez la radio, vous venez de l'éliminer, mais c'est un peu agaçant comme sonorité. Il n'y a pas de possibilité de l'éliminer complètement. Si vous optez pour le mode sport ou si vous choisissez de modifier la sonorité du véhicule, bien là, vous allez avoir encore davantage de son. Ça sera plus fort parce qu'il y a certaines personnes qui apprécient ça. Mais je vous avoue que personnellement, c'est le type de sonorité qui vient me chercher, qui vient m'agacer particulièrement, et j'aurais aimé pouvoir l'éliminer, au moins depuis l'intérieur. Je comprends qu'on veuille vouloir avoir une sonorité extérieure pour que le véhicule annonce qu'il se déplace ou qu'il arrive quelque part, mais je vous avoue que depuis l'intérieur, c'est un bruit un peu agaçant. Lorsque le véhicule est au parc, évidemment, on n'entend à peu près rien, mais dès que vous l'embrayez, ça se met à sonner et, encore une fois, un peu agaçant. Alors, un peu plus de 8500 livres au niveau du poids du véhicule. C'est beaucoup plus lourd qu'un F-150 Lightning. Ça se sent. Et je vous avoue que c'est l'élément qui fait en sorte qu'au niveau de la conduite, c'est plus ou moins agréable. Le poids est trop élevé, honnêtement, pour qu'on puisse avoir un réel agrément de conduite. Bien sûr que les accélérations sont foudroyantes. Le véhicule qu'on a ici propose 754 chevaux. Évidemment, ça, c'est en mode wow. On appelle ça wow parce qu'on dit wide open watts. Et à ce moment-là, vous avez la pleine puissance pour une accélération qui est très franche, autour de 4 secondes pour le 0-100 km/h. C'est extrêmement rapide. On a pu faire des exercices d'accélération avec le véhicule, mais je vous avoue qu'à peu près personne ne va le faire plus que 2 ou 3 fois. C'est le fun de pouvoir l'utiliser, de voir ce que le véhicule est capable de faire, mais à quoi ça sert d'avoir une telle puissance? Probablement pas grand-chose. Et je vous avoue que de diminuer la puissance pour améliorer l'autonomie, comme on a fait avec la version 4WT, le Work Truck, bien, je pense que c'est un peu plus intéressant. Et d'autant plus que le Work Truck va offrir des pneus de 18 pouces, non pas de 24 pouces. Alors, on gagne en autonomie aussi de ce côté-là. On gagne en confort, en autonomie, en capacité également. Alors, la version RST First Edition, bien sûr qu'elle offre davantage de luxe, de caractéristiques, mais elle coûte cher au niveau de l'autonomie et au niveau du rendement. Le poids est très élevé aussi, mais remarquez, c'est également le cas avec les versions Work Truck. Une version 4WT pèse également plus de 8500 livres. Optez pour une version 3WT, vous allez avoir une autonomie à 632 km parce que la taille de la batterie est réduite légèrement. Mais dès qu'on passe à une version 4WT, bien là, vous avez la batterie de 200 kWh, comme on a ici dans la version RST First Edition. L'autonomie est légèrement supérieure dans cette version 4WT à 724 km, encore une fois en raison du fait qu'on a des jantes de plus petit diamètre. Ça vient améliorer la situation. Mais vous allez aussi avoir dans le cas de la version 3WT plusieurs avantages. Une autonomie moindre, c'est vrai, mais davantage de capacité en remorquage, jusqu'à 12 500 livres dans le cas de cette version-là, mais on plafonne à 10 000 livres avec la 4WT et la RST parce qu'on vient compenser pour le poids supplémentaire qu'on va retrouver sur le véhicule dans lequel je me trouve présentement. Autre avantage avec la version 3WT, c'est la possibilité de charger jusqu'à 1750 livres de volume dans la caisse arrière contre 1500 livres pour les autres versions. Encore une fois, ça s'explique par la compensation du poids. Donc, il y a quelques avantages à aller chercher une version Work Truck si vous cherchez évidemment à travailler avec le véhicule plus ardemment. Mais vous aurez un peu moins d'autonomie, quand même plus qu'avec la version la plus poussée du Ford F-150 Lightning, qui, elle, offre dans les meilleures conditions 515 km d'autonomie. Mais ça demeure un véhicule plus léger, à mon avis, plus intéressant au niveau de la conduite parce qu'ici, encore une fois, on sent énormément l'impact du poids. Un avantage cependant du Silverado EV par rapport au F-150 Lightning, c'est son cercle de braquage. Beaucoup plus petit. On a 4 roues directionnelles sur ce véhicule-ci qu'on peut désengager, mais lorsqu'elles sont engagées, évidemment, ce n'est pas le cas sur toutes les versions du Silverado EV. Il faut opter pour une version RST comme celle-ci. Là, à ce moment-là, vous avez un diamètre de braquage de 12,9 mètres. Donc, c'est
c'est très petit. C'est celui d'une voiture compacte, mais dans un véhicule pleine grandeur. Et c'est exactement les mêmes dimensions qu'un F-150 Lightning. On a 9 mm de plus long avec le Silverado EV qu'avec le F-150 Lightning. Donc, côté dimension, on est carrément à la même place, mais on a l'impression que le véhicule est plus long au niveau visuel, probablement parce que le design du véhicule diffère de celui d'un F-150 traditionnel. On sait ici qu'on a une approche esthétique davantage semblable à ce qu'on faisait avec le défunt Chevrolet Avalanche. Et ça me plaît particulièrement, pour être honnête. Maintenant, on doit concéder au F-150 Lightning l'avantage d'un coffre avant plus spacieux, 400 litres dans le cas du F-150 Lightning contre 303 ici. Alors, il y a de l'espace sous le capot, mais pas autant qu'on en aurait voulu. Et il y a quand même une prise de recharge pour alimenter les accessoires extérieurs. Et c'est pas, encore une fois, aussi pratique que ce qu'on a dans le Ford. Donc, à ce niveau-là, Ford a travaillé de meilleure façon, mais on le fait avec une batterie de plus petite dimension qu'on va épuiser plus rapidement, forcément. Alors, Chevrolet a certainement l'avantage d'une batterie plus efficace, mais vous l'aurez compris, beaucoup plus lourde. Parlant d'espace, dans la caisse arrière, 1634 litres de volume cargo, c'est plus qu'avec le F-150 Lightning. La caisse qui mesure 5 pieds 11 pouces, mais qu'on peut rallonger jusqu'à hauteur de 10 pieds 1 pouce en rabattant la paroi qui sépare la caisse de l'habitacle. C'est un concept qu'on avait initié au début des années 2000 avec le Chevrolet Avalanche, une super bonne idée qu'on a ironiquement pas exploité depuis, évidemment parce que c'est difficile de le faire avec un véhicule qui utilise un châssis indépendant, mais dans le cas d'un véhicule avec un châssis monocoque comme celui-ci, là c'est différent. Alors vous pouvez avoir cet avantage d'avoir un espace de 10 pieds de longueur pour charger de longs objets. Évidemment, vous rabattez la paroi, la lunette reste en place, mais il est également possible de la retirer de façon manuelle si vous voulez avoir un espace ouvert, avoir cette impression de rouler dans un véhicule qui serait pas nécessairement décapoté, mais avec les 4 vitres baissées et la lunette arrière retirée, vous allez avoir beaucoup de circulation d'air à bord. Ça peut être intéressant comme situation. Sachez cependant que sur cette version RST, vous allez avoir un toit entièrement vitré, mais qui n'est pas ouvrant. Alors, on va avoir un puits de lumière supplémentaire et je pense que c'est intéressant parce que sur une version Work Truck, tout est noir, c'est un peu sombre à l'intérieur. Alors ça, c'est une belle réussite, mais pas de possibilité d'ouvrir le toit sur ce véhicule-ci, malheureusement. Présentation de l'habitacle maintenant, pour moi, c'est une autre déception du Silverado EV parce qu'honnêtement, à ce prix, on s'attendrait à une finition nettement supérieure à ce qu'on propose ici. À ce jeu, Ford gagne sur toute la ligne. On a des qualités de plastique très décevantes. C'est une version First Edition et honnêtement, on aurait pu faire beaucoup mieux. J'avais fait un peu le même constat en prenant le volant du GMC Hummer EV qui m'avait déçu aussi au niveau de la présentation intérieure et surtout de sa finition. Mais ici, je vous dirais que c'est encore pire. On a pris soin de mettre des surpiqûres bleues et rouges pour annoncer que c'est la version First Edition, mais sinon, honnêtement, les matériaux déçoivent énormément. Bien sûr que vous allez avoir ce gros écran central incliné vers le conducteur, tactile, avec intégration Google, c'est très bien fait. L'instrumentation, c'est la même chose. On emprunte ça à d'autres produits Chevrolet électriques comme le Blazer, l'Equinox notamment, et à ce niveau-là, rien à dire. On a une belle console centrale avec beaucoup d'espace de rangement, une console qui est modulable. On peut l'utiliser depuis l'avant, mais aussi depuis l'arrière si on souhaite le faire. Alors ça, c'est bien pensé. Mais encore une fois, c'est la qualité de finition qui déçoit énormément. La qualité des plastiques, l'assemblage, ça devra être peaufiné et c'est carrément inacceptable pour un véhicule de ce prix. Vous verrez un peu plus tard que c'est un véhicule qui est quand même pas donné. Optez pour une version Work Truck maintenant, vous allez constater que la finition intérieure est encore pire que dans cette version RST First Edition. Alors, encore une fois, à ce niveau-là, c'est Ford qui a l'avantage. Rivian également, si vous regardez dans le monde des camionnettes électriques, Chevrolet, c'est probablement la finition la plus décevante de toute l'industrie des camions électriques sur le marché. Alors évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que du côté des camions électriques, c'est le Tesla Cybertruck qui offre l'avantage d'une conduite autonome la plus efficace. On le sait, Tesla a cet avantage. Mais chez Chevrolet, on a aussi le système Super Cruise qui fonctionne extrêmement bien. On a pu l'expérimenter. Bien sûr, sur des routes cartographiées, le véhicule va changer de voie de lui-même, va se repositionner, va conserver une distance par rapport au véhicule qui le précède. Le tout se fait de façon relativement naturelle, mais je vous dirais que des fois, il y a des changements
changements de voie qui sont un peu plus saccadés que ce que l'humain ferait normalement. Alors, il y a peut-être un peu de peaufinage à faire à ce niveau-là. On dit que le système Super Cruise est toujours en mode apprentissage, donc s'adapte à diverses situations. Mais quand même, c'est un système qui fonctionne assez bien. Et l'autre avantage de ce système-là, c'est qu'on peut remorquer en continuant de l'utiliser. Le véhicule va prendre en compte la taille de la remorque et va s'adapter en conséquence. Ça, c'est une technologie que Tesla ne propose pas. Bien que le Silverado EV soit extrêmement polyvalent, c'est également un véhicule extrêmement lourd. Ça fait en sorte que le poids nominal brut du véhicule dépasse les 8500 livres. En fait, même le poids à vide du véhicule dépasse cette masse. Alors, ça fait en sorte que le véhicule est exempt de taxes de luxe chez nous au Canada parce qu'on le considère comme un véhicule à vocation commerciale. C'est un peu la même chose avec le GMC Hummer électrique, un véhicule qui est encore plus lourd que ce qu'on a ici, mais qui exploite une bonne partie des mêmes éléments, notamment les pièces de suspension pneumatique qu'on va retrouver sur le Silverado EV. Alors, pas de taxe de luxe pour ce véhicule-ci. Et pourquoi est-ce que je vous parle de taxe de luxe? Eh bien, c'est pas compliqué parce que le prix du véhicule qu'on a ici dépasse de beaucoup le seuil psychologique des 100 000 $. Vous allez débourser 120 870 $ pour un Silverado EV RST First Edition comme celui-ci, avec comme ça l'option la couleur, le blanc ou le noir, bien sûr. Il y a quelques accessoires de concessionnaire que vous pouvez ajouter, mais les options se font rares sur cette version-ci, contrairement au modèle 3WT ou 4WT, ou bien sûr aux nouveaux modèles qui débarqueront pour l'année modèle 2025, où là, le catalogue sera beaucoup plus généreux. Alors, échelle de prix pour 2024, il y a 3 versions disponibles, je vous le mentionnais un peu plus tôt. La version 3WT, transport préparation inclus, à 78 070 $. Vous passez à la version 4WT avec un peu plus d'équipement, c'est 83 870 $. Et ensuite, le saut est gigantesque vers cette version-ci à 120 870 $. Alors, les modalités de location au moment d'enregistrer n'ont pas encore été dévoilées, mais le taux de financement sur un terme de 72 mois est à 5,99 %. Et voici ce que ça donne. Pour une version 3WT, vous allez payer 1 488 $ taxes incluses par mois, 1 598 pour une 4WT, qui a évidemment cet avantage d'une batterie de 200 kWh. Et finalement, dans le cas de cette version RST, tenez-vous bien, 2 303 $ taxes incluses sur 6 ans pour ce véhicule-ci. Encore une fois, pas de taxes de luxe, mais le seul crédit qu'on peut obtenir, c'est évidemment un crédit d'éco-camionnage si le véhicule est enregistré au nom d'une compagnie et si l'entreprise se qualifie pour un tel crédit. Alors, un véhicule qui est extrêmement coûteux, au final, pour être honnête, qui m'a un peu déçu par sa qualité de fabrication, par sa finition, par le fait qu'il est extrêmement lourd et ça constitue un handicap pour son comportement routier et pour sa longévité parce que, bien sûr, tout le véhicule risque d'en souffrir à long terme. Les pièces de frein, de suspension, de direction risquent de travailler davantage que sur un F-150 Lightning qui est certainement pas un poids-plume, mais qui, à mon avis, est peut-être un peu mieux adapté dans le contexte actuel, bien que son autonomie soit inférieure à celle du Silverado EV ou bien sûr à celle du GMC Sierra EV, qui est son équivalent du côté de GMC.